Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de Smart Bourse ce soir, évidemment, l'analyse en temps réel de cette crise géopolitique majeure, de ce conflit structurant peut-être pour plusieurs années maintenant, le conflit ukrainien envahi par la Russie depuis 5 jours maintenant. C'est évidemment le seul sujet qui anime les marchés en ce moment, avec un mouvement d'aversion pour le risque, alors qui n'est pas un mouvement de panique sur les marchés, il faut quand même déjà le noter, un mouvement de retrait dans l'ordre, avec des indices européens qui reculent entre 1 et 1,5% en fin de séance. C'est une séance américaine qui pourrait bien se terminer positivement. Le Nasdaq américain est d'ores et déjà dans le vert après quelques heures de cotation à peine sur le marché américain. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. À noter parmi les secteurs qui se distinguent très largement aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, le secteur de la défense. On voit des progressions à 2 chiffres pour les valeurs du secteur. Thales en est l'emblème au sein du CAC 40, mais des titres comme Lockheed Martin ou Northrop Grumman aux États-Unis sont également très entourés aujourd'hui. Et puis, le retour des green stocks également. Il va falloir sans doute accélérer sur la transition énergétique pour réduire au plus vite la dépendance aux énergies fossiles, et notamment celles en provenance de Russie, bien sûr, et tout ça redonne de l'intérêt pour des valeurs énergétiques dites vertes qui avaient été laissées un peu de côté à travers l'année 2021. Ainsi, des small, mid-cap françaises emblématiques sont portées par la tension géopolitique du moment. On pense à McPhy Energy, à Neoen ou encore Albioma, qui font partie des small cap ou des mid-cap les plus en vue au cours de cette séance. Et puis nous parlerons évidemment de la situation des sanctions économiques et financières contre la Russie, un pays qui est peut-être menacé d'effondrement économique et financier aujourd'hui. On l'a vu à travers le rouble. Alors, difficile de mettre un prix sur le rouble aujourd'hui. On peut même considérer d'ailleurs que ça n'est plus une monnaie convertible. Mais bien sûr, le rouble s'est effondré. Les marchés actions en Russie restent fermés au moins pour plusieurs jours. La dette russe, évidemment, est impactée également, sachant que le financement de l'État russe est désormais interdit par la plupart des pays occidentaux. Et la question économique se pose désormais pour la Russie. Récession, dépression, et qu'est-ce que ce choc économique pourrait engendrer pour le reste du monde. Voilà pour les sujets du jour. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché. Et puis c'est un sélectionneur de valeur, un stock picker, qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure pour évoquer justement les stratégies de gestion active face à cette crise géopolitique majeure. Sébastien Lemonnier, gérant action européenne d'Inocap Gestion, sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Une séance de baisse, mais on notera que les indices européens n'ont pas marqué de nouveaux plus bas par rapport à ceux qui avaient été atteints au cours de la séance de jeudi dernier, du 24 février. Le CAC 40 va terminer en baisse de quasiment 1,5% cette séance. Les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen. La baisse se confirme à Paris. Wall Street, de son côté, amorce la séance dans le rouge, alors que de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie sont mises en place. La Russie qui dit avoir placé en alerte ses forces de dissuasion, quand parallèlement des pourparlers entre Moscou et Kiev ont démarré. Pour rappel, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada ont exclu plusieurs banques russes du réseau interbancaire SWIFT. La France envisage par ailleurs de viser les avoirs d'oligarques russes sur son territoire. Les avoirs en devises de la Banque centrale russe sont aussi visés via notamment des sanctions de l'administration Biden qui, d'après CNBC, ciblerait le fonds souverain et le ministère de la Défense russe. La Banque centrale russe a d'ailleurs relevé son principal taux directeur à 20%, au plus haut depuis 2003 contre 9,5% auparavant, afin de soutenir le rouble. Ce dernier a chuté de 30% face au dollar par rapport à son cours de clôture vendredi, et d'annoncer qu'il n'y aurait pas de cotation sur les actions et les options à la bourse de Moscou ce lundi. L'aversion au risque donne toujours le là, et ce au profit des valeurs refuges. Sur le front du pétrole, le baril de Brent est repassé au-dessus du seuil des $100 après un pic de 105,07, et ce à 2 jours d'une réunion de l'OPEP+. À Amsterdam, les contrats futurs sur le gaz naturel gaz bondissent. Voltalia et Neonen sont en nette progression. Les autres matières premières flambent, des métaux dont l'or en passant par le café et les céréales. Le cours du blé a bondi de plus de 9% sous l'effet de crainte d'un arrêt des livraisons en provenance
provenance de Russie et d'Ukraine. Ceux-ci représentent environ 30% des exportations mondiales. Société Générale et Crédit Suisse chutent d'après Bloomberg. Les deux établissements vont suspendre leurs opérations de financement du négoce de matières premières en Russie. De très exposés à la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, on retrouve aussi la banque autrichienne Raiffeisenbank qui plongeait de près de 14% au cours de la séance. Par ailleurs, BP a annoncé qu'il allait céder sa participation de 20% dans le groupe pétrolier russe Rosneft. À Londres, BP chute. À Paris, Total Energy baisse d'autant. Et puis, les valeurs de défense sont toujours aussi recherchées, alors qu'Olaf Scholz annonçait ce week-end que l'Allemagne allait désormais consacrer au moins 2% du PIB aux dépenses dans le secteur de la défense. Thales bondit, Dassault Aviation aussi. Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché qui fait face à une crise géopolitique majeure, historique. Igor Demac est avec nous ce soir, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Louis Defels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonjour. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Vincent Chéniaud qui est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Conséquence de la crise et de la guerre en Ukraine. Vincent, on parle évidemment des dimensions qui nous concernent. C'est la mission de Smart Bourse d'apporter un éclairage sur la dimension de marché, la dimension économique, la dimension financière, monétaire également. Comment est-ce qu'on évalue à ce stade les impacts potentiels de cette crise, de cette guerre, pour employer ce terme, à travers la rupture des relations commerciales et financières avec la Russie, à travers le canal des prix de l'énergie, bien sûr, dont l'Europe dépend fortement. Et puis, à travers le canal des marchés, entre guillemets. Il faudra qu'on parle, bien sûr, de la situation de marché et des réactions de banque centrale. Quelles sont les premières observations là, que vous pouvez nous livrer aujourd'hui, Vincent ? Oui, alors je pense qu'il faut séparer tout ce qui est prime de risque, aversion au risque, d'un côté. Donc, ce sont des phénomènes temporaires de fuite vers la qualité. Et ensuite, des phénomènes plus cycliques. Quels sont les impacts plus durables, notamment sur le cycle de croissance, le cycle de profit. Clairement, il y a eu un mouvement de fuite vers la qualité, et on a vu une certaine escalade ce week-end, avec des sanctions quand même extrêmement dures au plan économique, et le président Poutine lui-même qui surenchérit avec la menace nucléaire. Donc on a vu une escalade qui s'est traduite ce matin par une ouverture difficile des marchés. On comprend que la réaction des alliés occidentaux soit dure. Vous savez que certaines voix au niveau diplomatique disent que M. Poutine ne comprend que la force. Donc il faut réagir fortement. On peut espérer que plutôt tôt que tard, également, la voie diplomatique émergera. On a des discussions aujourd'hui qui s'annoncent entre la Russie et l'Ukraine. Je dois dire que j'ai assez peu d'espoir à court terme sur ce que ces discussions vont apporter. La délégation russe en particulier ne semble pas du plus haut niveau. Donc je pense que le stress va continuer à court terme. À moyen terme, la question qui se pose est la question économique. Et là, le canal de l'énergie, effectivement, est extrêmement important, et notamment pour l'Europe. Et il faut garder en tête quand même que environ 20% des importations de pétrole en Europe proviennent de Russie, et plus de 40% des importations de gaz. Donc là, on est face à un choc potentiellement très violent sur les prix de l'énergie. Il a commencé à l'être, mais les choses peuvent se dégrader très fortement à ce niveau-là. Imaginez que, pour l'instant, les sanctions ne touchent pas les producteurs d'énergie, mais imaginez que la Russie décide de réduire ses exportations, par exemple, notamment vers l'Europe. On ne peut pas l'exclure parce que les frais de volume pourraient être compensés par l'effet prix. Et là, l'impact sur la croissance globale pourrait être beaucoup plus importante. Donc ça devient une question de croissance et plus seulement une question d'inflation, Vincent. Absolument. Donc il y a les effets fuite vers la qualité qui sont temporaires. Ensuite, il y a les questions économiques qui sont plus durables. L'inflation
l'inflation, clairement, devra être révisée à la hausse, mais la croissance, probablement, à la baisse. On a eu le chef économiste de la BCE qui parlait vendredi de 0,3, 0,4 d'impact sur la croissance en 2022. En l'état, peut-être. C'est un premier calcul de coin de table. Il le dit lui-même. Hein. Enfin, voilà, je veux dire, voilà. C'est un premier calcul. Et ensuite, si les prix de l'énergie continuent de monter, l'impact sera plus fort. Je parle de l'énergie parce qu'effectivement, c'est le point central. Gardons en tête également quand même que la Russie produit plus de 10% du blé dans le monde. Palladium, c'est plus de 40%. On connaît le poids du palladium dans les composants électroniques dont on a souffert d'une certaine rareté au cours des 2 dernières années. Donc voilà, il y a des impacts sur l'offre qui sont assez considérables. Et je crains qu'en effet, on s'inquiète des effets de second tour sur la croissance. Et en l'occurrence, il nous semble probablement approprié de réduire la voilure un petit peu sur tout ce qui est exposition cyclique. Bon, on reviendra aux implications évidemment de cette crise ukrainienne, notamment du point de vue des banques centrales, parce que les prochaines réunions sont devant nous, 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la Réserve fédérale américaine notamment. Mais tour de table, premier commentaire sur la situation en début de semaine, enfin depuis jeudi dernier, le stress de marché, et puis en tant que gérant d'actifs, voilà, est-ce qu'il faut déjà remettre en cause un certain nombre de positions? Est-ce qu'il y a des idées qui restent valables néanmoins, même à travers cette crise géopolitique? Comment on raisonne là, sur cette question-là aujourd'hui Ce qui est assez compliqué, c'est que tout ce qui se passe en ce moment arrive dans un contexte déjà nettement inflationniste. Et on voyait que déjà le marché était déjà en train de corriger, en train de repricer peut-être la survalorisation de certaines valeurs dans le marché. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Rappelez-vous, on avait vu les taux remonter à quasiment plus de 2% aux États-Unis. Là, c'est le flight to quality. Mais ce qui est très compliqué de savoir, c'est est-ce que ce qui se passe en Russie sonne vraiment la fin de cette remontée, rappelez des bancaires, des cycliques, etc. Tout le monde parlait que des cycliques il y a encore quelques temps. Et clairement, sachant qu'aux États-Unis, on avait déjà plusieurs indicateurs avancés, comme l'indice du Michigan, il y avait pas mal de sociétés microéconomiques aux États-Unis qui avaient dit que le consommateur américain était moins là. Rappelez-vous, il n'y a plus de chèques aux États-Unis. Ça commence à faire quand même beaucoup. Donc si clairement le consommateur américain est moins là, en plus avec un baril qui est plus de $100, ça va directement l'impacter sur le portefeuille. C'est très compliqué de remettre tout ça bout à bout et savoir quoi faire. Parce que clairement, normalement, quand le marché, quand on est au cœur, vraiment au pic de la guerre, souvent, à ce moment-là, souvent c'est le meilleur moment pour acheter. Rappelez-vous, c'est comme pendant le Covid, c'était le point bas a été fait le jour où le président Macron nous a remis tous à la maison. Donc, il y a une expression boursière qui dit acheter au son du canon et qui ne vient pas de nulle part. Hein. Donc effectivement, voilà. Quand les canons sont sortis... Et donc là, on ne sait vraiment pas dans quel sens se dire, est-ce que ça la guerre en Russie qui va devenir accentuer finalement le ralentissement de la croissance. Hein. Rappelez-vous, moi, plusieurs fois, on s'est dit, si la politique d'offre qui commence à aller de mieux en mieux, et on doit le voir au fur et à mesure, va arriver d'un coup l'offre, et si la demande ne suit pas, ben de nouveau, on pourrait complètement repartir, de complètement oublier ce problème reflationniste qu'il y avait. Donc, ce qui est compliqué, c'est que ça vient un peu brouiller toutes les cartes. Donc, clairement... Nous, pour le moment, on continue d'avoir plutôt une protection, même défensive, même avant la partie... Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà, avant même l'exacerbation de cette crise et la guerre aujourd'hui, il y avait déjà quelque chose de très défensif dans votre approche stratégique. Exactement, parce qu'on avait vu, il y avait le fameux effet janvier, où souvent c'est les cycliques, les valeurs qui ont le plus fort bêta qui montaient, on avait vu que c'était un peu n'importe quoi. Ça s'est très vite calmé. Rappelez-vous, il y a eu une énorme forte rotation sectorielle. C'était limite les valeurs bancaires et pétrolières qui étaient devenues valeurs défensives. Donc c'est vrai que les taux avaient beaucoup remonté. Il fallait qu'il y ait un fameux repricing du risque. On parlait jusqu'entre 6 et 7 augmentations de taux aux États-Unis. Donc maintenant la question, on en parlait tout à l'heure, comment vont réagir les banques centrales? On a déjà vu qu'en Europe, elles sont peut-être prêtes à décaler un peu. Et tout de suite, on a vu des valeurs qui étaient un peu trop baissées revenir sur le moment défensif. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué de savoir quoi faire, parce que dans la première vraie journée jeudi, tout avait été un peu envoyé avec l'eau du bain. Et là, aujourd'hui, c'est plus une journée de stock picking. On voit des valeurs plutôt défensives comme Nestlé, des grosses valeurs qui sont plutôt positives. Et c'est vraiment les valeurs très cycliques ou impactées sur la Russie, les Carlsberg, les bancaires et tous les pétrolières qui souffrent énormément. Est-ce que effectivement, est-ce que c'est juste un phénomène de flight to quality qui s'effacera
au fur et à mesure, on l'espère, que la situation se stabilisera, ou est-ce que c'est un nouveau régime de marché qui correspondra à des fondamentaux économiques, effectivement, qu'il faudra réévaluer peut-être dans quelques semaines ou quelques mois? Vos commentaires, Igor, poursuivons le tour de table. Oui, voilà, quels sont les angles et les dimensions qui vous intéressent C'est un peu tôt pour dire qu'il y a un changement de paradigme. Le fait que la Russie envahisse l'Ukraine a un mérite, et puis on laisse malheureusement de côté les histoires tragiques personnelles, c'est que ça met vraiment le sujet sur la table. Et peut-être que c'est ça la vraie leçon, c'est que c'est un sujet qui n'est pas réglé depuis quasiment 1991 et l'indépendance, la chute de l'Union soviétique, 2014, une annexion de la Crimée qui entraîne des sanctions qui poussent la Russie vers la Chine à réinternaliser beaucoup de secteurs agricoles, mais aussi alimentaires. Et donc là, je pense que l'Europe, et on en parlera, qui n'agit que dans la précipitation, la crise au pied du mur, on ne peut pas cacher ce sujet, on ne peut plus le cacher. Alors, les dommages collatéraux sur l'économie mondiale, européenne et russe sont inévitables. La courroie, c'est le prix de l'énergie, qui est un impôt pour le consommateur. Le prix, surtout européen, c'est un impôt. Donc évidemment, ça a des conséquences sur la croissance et la consommation. L'économie qui sera le plus pénalisée, c'est l'économie russe. Et c'est peut-être ça le nœud aussi du futur, peut-être, de la gouvernance de la Russie. C'est-à-dire, est-ce que les Occidentaux, les Américains ne vont pas utiliser, en tout cas les Américains, on peut le supposer, l'Ukraine pour déstabiliser, entraîner un changement de gouvernance, sachant que dans ces grands pays très puissants, on ne sait jamais qui arrive derrière aussi. Donc tout ça... Ça milite pour un peu de prudence. Certes, je suis d'accord avec lui, pour rééquilibrer un peu avec des actions américaines qui avaient quand même pas mal corrigé, des actions value qui s'étaient un peu envolées. Clairement, moi, dans ces phases, et ça, c'est plutôt une phase assez long terme, l'or est pas un refuge, mais par réflexe, c'est quand même la monnaie étalon, même si ça ne l'est plus. Et ça peut durer parce que ces sujets d'énergie, et on met la transition énergétique derrière, sont des sujets vraiment structurels. On ne va pas enlever les champs pétrolifères et gaziers de Russie. Ils y seront encore pendant 50 ans, donc il faut bien trouver un moyen. Et nous, on n'en a pas. Il y en avait en mer du Nord, mais il y en a de moins en moins. Donc c'est trop tôt pour dire qu'il y a un nouveau paradigme, mais des changements, des réallocations. Nous, on avait été très prudents en cash, on avait dit plutôt de la value de l'Europe, mais on avait beaucoup de cash parce que l'année précédente avait été assez bonne. Bien sûr. On avait pris un coup de farbon. Le dicton, on achète au son du canon, est malheureusement assez vrai si on reprend l'histoire. Le conflit est un peu différent, puis c'est un conflit qui a 4 jours, entre guillemets. Il faut être prudent. Ça peut aussi s'arrêter, en tout cas le conflit dans 10 jours, partir dans des négociations. Il faut le souhaiter, mais les marchés sont assez maîtrisés. Ouais, il n'y a pas le 11 septembre. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. L'économie russe n'est pas l'économie chinoise. Elle représente quand même assez peu du PIB mondial. Donc, et on estime plutôt pour la Russie un impact de 4 ou 5 points de PIB sur les sanctions qui sont inédites, c'est vrai. Et ça, c'est aussi peut-être un moyen d'arriver plus vite à la fin d'une négociation ou une négociation, parce que dès que le paysage pourrait, entre guillemets, s'éclaircir, l'aversion au risque va disparaître. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord, il y a des aversions au risque ponctuelles qui sont normales, logiques, une volatilité qui va durer, mais bon... des conflits dans la guerre froide, les missiles de Cuba, les missiles Pershing, il y en a eu beaucoup, on s'en souvient un peu, mais c'était très très près. Et l'arme de dissuasion nucléaire a été évoquée à de nombreuses reprises sur le sol européen. Oui, enfin on s'en souvient un peu parce que ça fait une voire plusieurs générations que effectivement on n'a plus ce type de tension. On les a vus dans les livres d'histoire. On apprend toujours la guerre 14-18. Il y a encore suffisamment de gens qui ont connu ces moments-là pour qu'on sache qu'effectivement ça existait. Sur la logique de sanctions, ça m'intéresse. C'est un vrai sujet important. Jusqu'à présent, l'histoire des sanctions a généralement montré que les objectifs étaient rarement atteints et avaient plutôt tendance à renforcer d'ailleurs les pouvoirs en place, si Corée du Nord, Iran. Venezuela, mais voilà. Est-ce que là, il y a quelque chose, vous l'avez dit vous-même, d'inédit les peuples, Igor, avec beaucoup de respect, mais c'est pas qu'ils n'ont rien à perdre, mais c'est pas tout à fait le même sujet. D'accord. Donc là, il y a quand même un coup qui... Il me semble que c'est pas qui tout appelle à fait peut-être à une réaction. Oui, puisque des États comme la Corée du Nord, Venezuela sont quand même
très très isolé géographiquement, politiquement, économiquement. Là, on parle quand même du plus grand pays du monde, des réserves de matières premières et d'une histoire un peu commune, imbriquée. Je rappelle juste que les deux présidents de l'Ukraine et de la Russie ont le même prénom. Ça s'écrit pas de la même façon en alphabet latin, mais c'est le même prénom. Donc voilà, on est quand même très imbriqué dans une histoire dont on ne peut pas se sortir en saluant, en disant on est fâché, puis ça. Donc c'est inédit et je pense que nous, c'est notre arme de négociation. Dans une négociation, il faut venir en force, il faut venir avec quelque chose. Et nous, on ne vient pas avec le militaire, parce que les Européens ne vont pas intervenir directement. Cette arme est très forte. Même si on voit que la dimension militaire est présente aussi dans la réaction de l'Europe à travers la fourniture d'équipements à l'Ukraine faut que ça arrive, aujourd'hui. Oui, il y a les annonces, il y a le logistique. Non, mais l'annonce a une vertu aussi. Oui, ça a quand même une valeur assez forte. Le coût économique, financier pour la Russie est déjà énorme, là, Vincent. Ah oui, la question de l'impact économique sur la Russie est très claire. C'est quoi, c'est une dépression économique de la récession va être très sévère. Là, on les coupe du système financier mondial. En plus, c'est vraiment une première. C'est la première fois qu'on sanctionne une banque du G20 qui ne va pas pouvoir déployer ses réserves de change, 600 milliards, pour quelque part essayer de réduire un peu l'impact des sanctions plus larges qui sont prises notamment auprès des institutions financières. Donc là, c'est un coup très dur porté à l'économie russe, en espérant effectivement que ça accélère l'agenda diplomatique et force la Russie assez rapidement à venir négocier. Je partage l'idée que le poids de la Russie est faible, hein, même en Europe, si on regarde le poids des exportations européennes. Mais encore une fois, le canal de l'énergie est très important et le canal de la confiance des ménages, puisqu'on parle là de pouvoir d'achat. Alors en termes de politique économique, ce qui me semble assez clair, c'est que les banques centrales sont partagées entre inflation et croissance, mais du fait de la question inflationniste qui aujourd'hui est pire avec ce choc énergie, la capacité d'intervention des banques centrales est quand même assez limitée. Et donc, probablement, les gouvernements, la politique fiscale va prendre le relais. Alors, le problème, c'est que la dette des États a déjà énormément augmenté, mais on voit des annonces. On va essayer de limiter l'impact de la hausse du prix des matières premières par des subventions. Et donc, mais ce qui implique que les conditions financières, les conditions de financement des États restent acceptables, modérées, justement, si on veut se permettre ces efforts budgétaires, fiscaux pour lisser le coût de Exactement. Le donc, coût de les la hausse banques des centrales prix ont également ceci en tête. Il faut financer le déficit budgétaire, il faut financer la transition énergétique, puisque c'est également une des leçons, une des implications de cette crise. Cette transition doit s'accélérer. Donc les banques centrales gardent ça dans un coin de leur tête, mais en même temps, l'inflation est très élevée. Donc il faudra une réponse fiscale à un moment où le poids de la dette est déjà très élevé. Et c'est un point sur lequel je veux insister dans cette crise. Il me semble que les bilans, le bilan des États, de façon générale, est dans une situation plus fragile que le bilan privé, consommateurs et entreprises. Et donc, attention également, c'est quelque chose que la BCE va surveiller, attention au stress sur les spreads souverains. Vous dites, d'un point de vue rationnel économique, c'est risqué de faire peser sur le budget des États l'entièreté du coût de cette crise, et je parle du coût de cette crise, de la hausse des prix de l'énergie, alors que les bilans privés des ménages et des entreprises vous semblent beaucoup plus sains. Oui, mais il n'y a pas d'autre manière de faire. Hein. Pour des raisons politiques, notamment en France où on a des sujets électoraux, mais plus généralement, pour des raisons politiques, sociales, les gouvernements vont devoir intervenir à un moment où les déficits et la dette a déjà explosé. Ouais. Bon. Ce qui est assez intéressant, c'est que les taux réels qui étaient déjà négatifs, je vous rappelle, s'il y avait eu 2 fois dans le passé, c'était pendant les grandes guerres mondiales. Donc là, les taux réels sont déjà négatifs, profitons-en pour financer un peu tous ces efforts. Donc n'allons pas remettre des taxes sur les particuliers, les taux réels sont négatifs, profitons pour se désendetter. Et c'est vrai que c'était vraiment le président Sarkozy qui disait ça, profitons des taux réels par la transition énergétique, numérique, pour sortir maintenant peut-être des dépendances de la Russie, on le voit vraiment. Et clairement, on aurait dû le faire ça depuis bien longtemps. Bon, voilà, comme vous dites très justement, l'Europe n'a pas forcément réagi, mais ça sert à rien de regarder dans le rétroviseur. Maintenant, peut-être, c'est très bien si on peut accélérer tous les investissements dans le vert. Mais sinon, pour sortir de cette crise, et c'est de nouveau le président Sarkozy qui c'est de toute façon la seule solution, c'est la diplomatie.
Mais bon, voilà, en tout cas, pour revenir sur le marché, ce qui nous intéresse plus, clairement, cet impact, s'il serait trop violent, notamment s'il y aurait des contraintes peut-être budgétaires, si le particulier serait taxé ou s'il ferait peut-être trop de taux d'épargne, parce que je vous rappelle que le consommateur, chaque fois, il y a 5% d'excès d'épargne dans le monde, génial, le consommateur américain sera toujours là. Mais là, s'il y a la version risque, si les gens continuent d'épargner et en plus en prévision qu'ils vont être taxés, ça va être un peu catastrophique. Parce que là, quand on regarde le niveau de valorisation du S&P, on est à peu près à 21 fois le PE. On est revenu exactement en ligne avec les valorisations sur les 5 dernières années. Mais le problème, c'est que là, vous êtes peut-être sur un E qui est peut-être un peu encore élevé, parce que je vous rappelle que les marges des entreprises du S&P... Les résultats, les prévisions de résultats. Oui, ouais. Donc le E, donc le earnings, les résultats, sont en effet peut-être un petit peu hauts. Ouais. Parce que quand même, quand on a vu le résultat du T4 était encore très bon, néanmoins, toutes les sociétés que l'on voit à la guidance, quasiment toutes, et c'était jamais vu quasiment depuis 2008, ont nettement révisé, pour celles qui donnent des guidance, pour 2022, sont très prudentes, et vous verrez que c'est quasiment extrêmement rare qu'une société ait une augmentation de marge en 2022 par rapport à 2021. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a toute la réouverture des économies, donc il y a beaucoup maintenant les voyages à refaire pour les commerciaux, il y a l'impact matières premières, l'impact logistique, l'impact salarial, tout ça. Donc c'est pour ça que, attention, que le fameux E dans le PE ne soit pas révisé à la baisse, parce qu'on peut penser que le marché soit pas cher, mais finalement il pourrait être un peu plus. Ouais. Sur les avancées européennes, je veux bien qu'on en redise un mot aussi, mais ça permet aussi de parler de l'investissement. Si on essaye de réfléchir un peu à long terme, Igor, qu'est-ce que vous voyez comme changement du point de vue de l'intégration européenne ? C'est vrai que les décisions allemandes du week-end, en 48 heures, sont spectaculaires, dans le sens où elles renversent des décennies de stratégie politique. On n'intervient pas sur le plan militaire, on veut rester amis avec la Russie. C'est un des piliers de l'Europe, de ne pas laisser trop l'armée aux Allemands, puisque c'est la leçon de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Français, vous vous occupez... Oui, sauf que la contrepartie de ça, c'est qu'on n'avait pas de budget de défense. Enfin, je veux dire, les Allemands ne participaient pas au budget de à la sécurisation du système financier, puisque c'est eux qui nous ont sauvés dans les années 80 en nous prêtant de l'argent. La Bouba a avancé de l'argent quand le franc était attaqué en 81. Donc, bon, ça rééquilibre effectivement les sujets chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devrait investir, entre guillemets, dans tous les sujets. Si on est une zone commune, il n'y a pas de raison que les Français... Alors, nous, on a l'arme nucléaire, évidemment, c'est un avantage dans l'Union européenne. Le deuxième pays qui en est sorti, c'était le Royaume-Uni. Mais je crois qu'il faut tous investir dans les mêmes sujets, parce qu'on a tous les mêmes sujets, entre guillemets, les sujets verts, le sujet technologie. Donc, l'Europe avance toujours à marche forcée, au pied du mur, on l'a vu. C'est un peu décevant, mais la gouvernance est assez lente, assez inefficace. Les pouvoirs locaux, domestiques sont pas toujours très soutenus, même au sein de notre pays. Donc, ça ne veut pas dire que l'Europe ne peut pas faire, puisque l'Europe, c'est une zone d'épargne, c'est quand même une zone de croissance, c'est une zone de richesse, alors pas dans tous les secteurs. L'erreur de l'Europe, c'est de croire aussi que la démocratie est transférable partout dans le monde, au même moment, de la même façon, et avec les mêmes recettes. Et ça, on voit bien que la majorité des pays, la majorité de la population mondiale, l'Inde, je ne sais pas comment la qualifier, c'est une démocratie, mais ce n'est pas tout à fait la même démocratie qu'une démocratie typique occidentale européenne. La majorité du monde ne vit pas dans un régime démocratique. Alors, l'idée qu'on pourrait avoir le monde entier démocratique, c'est peut-être une vision américaine, c'est peut-être une vision anglo-saxonne, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Et je pense que l'Europe a les moyens aujourd'hui d'être un peu plus active et puis un peu plus maître de son destin, parce qu'on est quand même toujours entre... Donc il y a des opportunités à saisir, vous dites, pour l'Europe, même si elle est exposée, dépendante, pendant un temps encore, qui va se compter en mois, trimestres, années. Regardez l'euro comme monnaie unique. Bon, ça a été décrié, il y a eu la Grèce, mais aujourd'hui, personne ne voudrait en sortir. Non. Et vous avez une banque centrale. Par quoi est-ce qu'on est passé pour que plus personne ne veuille en sortir aujourd'hui? Mais il vaut mieux passer par une crise monétaire que par la destruction de l'empire de Charlemagne, qui était l'empire européen à l'an 800. On a quand même chez nous des réflexes, avant d'être militaires, qui sont économiques, diplomatiques.
d'autres pays, notamment la Russie, inversent les priorités. Donc on est face à ça. La première frontière de l'Ukraine, c'est la Roumanie et puis la Pologne. Donc c'est chez nous, entre guillemets, c'est l'Europe. Donc on a vraiment notre mot à dire. En dehors des Américains, des Chinois, parce qu'ils sont très très loin. Et puis eux, ils sont assez autonomes à tous les points de vue, parce qu'ils ont tous les secteurs, pratiquement toutes les matières premières. Pas de manière peut-être distribuée de manière homogène, mais en tout cas, ce sont des grands pays avec des grands marchés communs. Nous, le marché commun, on a été obligé de se le créer nous-mêmes, entre nous. Mais il y a des opportunités et je pense de toutes les crises, il y a quand même une voie de sortie, et c'est ce que disait Louis, la diplomatie, mais il y a forcément une voie de sortie, et je pense qu'on est dans un jeu pour l'instant perdant-perdant, les sanctions, l'intervention militaire, mais il y a un coût pour tout le monde. Il y a un coût très lourd pour la Russie, bien sûr, mais nous aussi, il y a un contre-coup à assumer derrière. Nous, les sanctions économiques, elles vont nous affecter, nous, hein, parce que c'est nous qui commerçons avec la Russie. Hein. Vincent. Je crois que l'Europe est très exposée à court terme. Vous nous direz quelle réaction ça implique pour la Banque centrale aussi derrière. Je vous laisse développer. Il ne faut pas réduire la portée de l'implication pour l'Europe. L'Europe est très dépendante de la Russie en termes énergétiques notamment, et beaucoup plus exposée que les États-Unis. Donc c'est une situation quand même relativement dangereuse pour l'Europe. Après, il y a des considérations plus générales de long terme qui ne touchent pas que l'Europe. Mais quand on voit les sanctions qui sont prises aujourd'hui, ça pourrait soulever des questions sur les monnaies de réserve. On voit que les Russes avaient déjà énormément baissé la part du dollar dans leurs réserves, à la faveur de l'euro, à la faveur de l'or surtout. Ce type de crise pourrait remettre en cause l'ordre financier mondial. On voit les sanctions SWIFT également. Il y avait beaucoup d'hésitations autour de SWIFT, pour des raisons économiques, notamment en Allemagne ou en Italie, sur les questions énergie, mais pas seulement. Ces décisions sur SWIFT pourraient favoriser l'émergence de nouveaux systèmes de paiement internationaux. On a vu des initiatives en Russie, en Chine. Ça pourrait véritablement accélérer le basculement. Accélérer le basculement. Et donc un basculement d'un monde, une zone dollar, euro-dollar, et puis une zone yuan demain. Voilà. Il faut essayer de réfléchir. Et au niveau géopolitique, on parle d'un triangle Russie, Chine, Iran. Donc voilà, ça pourrait être l'accélérateur de mouvements globaux très importants. Mais à court terme, je crois que c'est vraiment l'Europe qui est menacée en termes de croissance. Et qu'est-ce que ça implique pour la Banque Centrale Européenne de manière assez immédiate, alors qu'elle s'engageait à son tour dans une forme de convergence avec la Fed sur le chemin de sa normalisation de politique monétaire? C'était le 3 février dernier. Je crois que ça crispe le débat. On a vu des faucons sortir et insister sur l'inflation, et en l'occurrence, la hausse récente des prix de l'énergie ne fait qu'accentuer ce problème inflationniste. Et on a les colombes. On a entendu Panetta cet après-midi qui dit attention, il est urgent d'attendre parce que le scénario de croissance est remis en cause. Donc la BCE est dans une situation très difficile. Je pense que ce qu'il en ressortira, c'est une sorte de consensus mou où probablement on va opérer ce tapering, donc cette réduction du QE, mais peut-être à un rythme un peu moins forcené qu'on ne l'envisageait il y a encore une ou deux semaines, puisqu'effectivement le sujet de la croissance devient plus important. Et du côté de la Réserve fédérale américaine, est-ce qu'elle colle à son plan? Est-ce qu'elle peut imaginer, évaluer que l'impact macroéconomique, le risque macroéconomique est moins important pour elle? Elle a aussi un rôle de stabilisateur pour les marchés financiers mondiaux. L'accès à la liquidité en dollars, si tout le monde se met à vouloir du dollar un peu plus encore demain, est-ce qu'il y a un risque de squeeze de ce point de vue-là? Est-ce que c'est quelque chose qui entre en jeu pour la Fed? Oui, en effet. Je pense que... Alors, ce qui est remarquable, c'est que le pricing du marché sur la Fed n'a pas énormément évolué. Donc, le marché anticipe toujours 6, voire plus, hausse de taux cette année. Non, mais il se reflète un peu plus sur le dollar, en fait. En effet, mais en tout cas, sur le scénario Fed, il n'a pas tellement changé parce que, effectivement, le problème sur l'inflation demeure, voire est encore plus important. Je crois que on peut exclure la hausse de 50 points de base au mois de mars. C'est quelque chose qui était pas mal discuté dans le marché.
personnellement, je n'y ai jamais vraiment cru, mais je crois qu'avec ces perturbations géopolitiques et le risque économique et financier qui en suit, je pense qu'on peut exclure une hausse de 50 points de base. Mais pour l'instant, les anticipations Fed ne bougent pas beaucoup. Le risque, quand même, le biais, c'est plutôt, à mon avis, qu'elle diminue du fait des inquiétudes sur la croissance. Mais sans escalade supplémentaire, sans aggravation supplémentaire, elle a les arguments aujourd'hui encore pour faire un petit 25 points de base comme on l'attendait le Absolument. 16 mars prochain. Absolument. Ouais. Oui. D'accord. Mais ça restera tout ça assez mesuré de la part de la Fed, parce que je vous rappelle que la Fed va avant tout ne mettra jamais le pays en récession, en tout cas essaiera pas de faire chuter trop la bourse, parce que je pense qu'elle a appris de ses erreurs, et notamment l'élément richesse principale aux États-Unis, c'est quand même la bourse. Donc on a bien vu que dès que la bourse baisse un peu trop, le président Powell, très vite, il mesure son discours. Donc on peut espérer que là, on avait parlé de 6-7 hausse de taux, on verra bien. Mais en tout cas, quand on revient sur l'Europe, ce qui est assez bénéfique, c'est que, je vous rappelle, en 2014, le marché qui a le plus chuté quand il y avait déjà le bruit de botte avec la Russie, c'était l'Allemagne. Sauf souvent l'Allemagne qui est toujours qui sont toujours beaucoup plus bears pour la politique banque centrale. Je pense que l'Allemagne va beaucoup plus souffrir de la Russie, peut-être que les autres pays un peu plus nordiques ou de la France. Donc on peut peut-être espérer que la BCE va peut-être un peu décaler, grâce notamment aux Allemands. Donc c'est plutôt dans la mauvaise nouvelle qui sont la guerre. Je pense que, on ne va pas se réjouir non plus, mais c'est que peut-être que la politique de la Banque Centrale Européenne sera décalée. En tout cas, elle va vraiment rester le plus possible behind the curve, comme on dit. Donc c'est ça ce qui fait que les valeurs, on va dire vraiment à duration qui s'étaient fait un peu impacter, sont revenues un peu devant de la scène depuis le début de l'année. On a Dassault Systèmes par exemple, qui était l'exemple classique et en forte hausse aujourd'hui. Voilà, c'est des valeurs qui, il y a encore quelques temps, personne n'aurait voulu les acheter en disant tiens, c'est un peu super élevé. Il ne faut pas. Donc c'est pour ça aussi, quand on reparlait des cycliques, et c'est là où je vous suis, tout le monde parlait que des cycliques, et normalement, les cycliques, il faut les acheter en expansion économique. Et là, quand on regarde la courbe de taux aux États-Unis, elle est en train de s'aplatir totalement, il n'y a plus que 30 bips ou 38 bips d'écart entre le 2 ans et le 10 ans. Et ben dans ces cas-là, souvent, c'est délicat, c'est pas un signe très positif. Oui, on est très avancé dans le cycle, pour dire très avancé, donc c'est un peu difficile. Oui, mais bon, c'est un cycle booming, quoi. C'est un cycle booming, mais très quand fort, même, regardez ce qui baisse le plus, hors les technologies, les valorisations, mais c'est le secteur consommation discrétionnaire qui est en plus forte baisse aux États-Unis. Je crois qu'on a 18% de baisse aux États-Unis, au S&P, sur ce secteur-là. Donc attention quand même à tout ce que l'on voit. Donc c'est pour ça que moi je reste plutôt assez positif que les banquiers centraux, au contraire, vont revenir peut-être un élément positif pour la bourse si le cas russe devrait on retrouve une forme de protection, vous dites. Le fameux put, voilà, Fed put, comme ça qu'on dit, devrait peut-être revenir. Je voudrais bien qu'on dise un mot de la Chine aussi. Enfin, moi, je suis très marqué, par exemple, par la décision qu'a prise le groupe pétrolier BP de liquider sa position dans l'ancien partenaire russe Rosneft, quasiment 20%. Quand même, il tire un trait. Alors, bon, c'est BP, c'est quelques milliards, c'est pas grave. Il tire un trait sur 20 milliards. Mais on imagine quand même, alors que la réglementation et les sanctions n'imposaient pas à BP de sortir de Rosneft. Mais on voit bien qu'à la fin de la journée, la pression est tellement forte qu'il y a quand même un choix légal, de compliance, presque un choix politique auquel font face de grandes entreprises. Est-ce qu'on se retrouve demain avec le même choix quand il s'agira de parler de la Chine ? Le choix, il est probablement le même, mais la situation est différente. Puisque la Chine, c'est 15% du PIB mondial, c'est l'atelier du monde, et qu'un nombre très important de secteurs ne peuvent pas s'en passer. Apple fait assembler ses iPhones en Chine. Et vous voyez qu'en fait, si on regarde et on fait le parallèle avec la guerre commerciale trumpienne contre la Chine, où c'est allé assez haut dans le discours, dans les mesures qui n'ont d'ailleurs absolument pas diminué le déficit commercial américain, la situation, parce que les Chinois ont une position, et d'ailleurs ils l'ont montré à l'issue de cette crise où ils ne cessent de répéter « nous on veut la stabilité », parce que pour nourrir et faire prospérer leur population, eux ont vraiment besoin du monde, puisqu'ils servent le monde. Alors je pense qu'on a, en termes un peu idéologiques, dans la gestion IEG, il va se poser tout un tas de questions
parce qu'on a toujours un peu cette vision angélique en Europe. Oui, on fait des valeurs vertes, etc. Bah oui, mais on fait des valeurs vertes, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on est complètement encore dépendant et que nos marchés financiers, ils dépendent de décisions monétaires qui dépendent de la courroie du prix de l'énergie. Et c'est pas avec quelques éoliennes qu'on va se passer du gaz russe. Hein. Le sujet, il est beaucoup plus long. On a eu l'exemple d'Orpea. Moi, je pense qu'en matière d'ESG, il y a vraiment des questions qui se posent parce que est-ce qu'on peut faire un fonds action chinoise sustainable, equity, ça me semble un peu antinomique. Ouais, c'est ça, je veux dire, presque paradoxal. Quoi. Je veux dire, vous savez, avec les principes, il n'y a pas, c'est pas gris un principe, c'est blanc ou noir pour moi, un principe. Après, il y a la pratique qui peut être colorée, mais un principe tel qu'on nous l'explique dans l'ESG, c'est quand même... Et ça va poser problème, oui, ça va poser problème, parce qu'il y a plein de sujets en Chine. Bon, les Ouïghours, personne n'en parle trop, on en a parlé, est-ce que c'est important, pas important Il y a quand même un choc de... Il y a pas de... Oui, je ne veux pas rentrer dans le jeu des comparaisons, mais est-ce qu'à un moment, on va se réveiller face à la Chine en se demandant, si c'est binaire, comme le dit on fait un trait... est-ce qu'à la fin de la journée... Chine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais c'est ça. Est-ce que moi, en tant qu'industriel, je peux avoir des participations dans des sociétés chinoises détenues par le pouvoir, contrôlées par le pouvoir? Est-ce que moi, en tant qu'investisseur, j'ai envie de détenir des actions chinoises ou de la dette chinoise d'entreprises ou souveraines? La pression, elle viendra peut-être même du marché, des clients, des partenaires, du politique. Non, d'un point de vue économique, financier, ça fait probablement du sens, puisque par exemple... De quoi? D'être investi en Chine? D'être investi en Chine, parce que la dette chinoise, par exemple, offre pas mal de diversification. Si vous regardez historiquement, par rapport aux marchés occidentaux, ça offre du rendement, en tout cas non couvert en change, et ça offre de la diversification. Après, oui, se posent les questions d'ordre ESG et d'ordre géopolitique. Mais ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui, est-ce que vous voyez cette situation-là avoir... Alors, je ne dis pas qu'on va plaquer le framework des sanctions russes sur la Chine demain, j'en sais rien, mais... Est-ce qu'il y a un parallèle? Il faut être très clair. On reprenait nos perspectives 2022. On avait mis deux grands risques géopolitiques en avant, le risque Ukraine et le risque Taïwan. C'est sûr que le jour où la Chine prend des initiatives vers Taïwan, mais c'est écrit ça. Fortement déplaire aux Américains. Non, là, le marché va bien baisser. C'est écrit. Ouais. C'est écrit. La question, c'est quand? En espérant que le timing ne coïncide pas avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, il y a un risque très important à ce niveau-là. Et ce sera une rupture? Il y aura une rupture entre le monde occidental et la Chine à ce moment-là. Je pense. Je vous emmène un peu loin. Je suis désolé, on fait de la prospective, mais il est très difficile de savoir quand tout ça pourrait se mettre en place. Ouais. Mais effectivement, le jour où ça se produit, cela créera des tensions géopolitiques probablement très aiguës. Sur la partie ESG, je voulais reprendre un peu ce que disait Igor. C'est déjà tellement compliqué sur les valeurs françaises ou même européennes de faire une bonne analyse ESG. On a vu le cas Orpea & Co. Je vais donner un exemple. Nous, on exclut chez Gulsec Gestion toutes les sociétés qui font plus de 5% de chiffre d'affaires avec le charbon. On a une société qu'on aimait bien pour jouer le rebond, la EDP. Très bien, magnifique, sauf portugais, que... C'est ça, énergéticien portugais. Exactement. Qui a pour ambition, jusqu'en 2025, passer à zéro. Et là, avec le mix qu'ils ont eu, ils sont passés de 5 à 7% dans le dernier rapport annuel. Nous, on a une politique stricte. Vous ne pouvez plus investir. On ne peut plus, on est obligé de couper la ligne. Donc voilà, quand je me dis que quand on est aussi strict déjà en Europe, où toute l'information est assez publique, aller faire la même chose, c'est vrai qu'en Chine et tout, c'est pour ça que nous, on a une politique qui est peut-être trop stricte sur l'ESG. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins depuis le début de l'année, quand on voyait... et c'est vrai que tous les fonds ESG Best Leaders étaient en très très forte sous-performance et les gens ne comprenaient pas. Et c'est vrai que peut-être que là, ce qui se passe récemment, avec pas mal d'exemples, peut remontrer que finalement l'ESG, c'est important et de temps en temps, restons vraiment chez nous. Collons à ce qu'on comprend et ce qu'on sait faire.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir partagé avec nous vos analyses et vos réflexions de participants de marché sur la situation actuelle, qui est une situation compliquée, évidemment, avec cette crise géopolitique majeure qui est en cours depuis jeudi dernier, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vincent Chéniaud était avec nous, directeur de la recherche de Generali Investments, Louis Defels, directeur général et directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, et Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Chaque soir, vous le savez, le thème reste celui de la crise géopolitique majeure qu'on est en train de traverser et la question de la gestion active. Quels sont les réflexes, les réflexions d'un gérant actif dans ce genre de période géopolitique qu'on ne maîtrise pas et spécifiquement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause? Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour continuer d'investir, puisque ça reste votre métier? Sébastien Lemonnier est à mes côtés en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant action européenne chez InnoCap Gestion. Oui, je suis ravi parce que je voulais que vous partagiez déjà avec nous les réflexions d'un gérant. Alors, ce qu'on appelle stock picker, sélectionneur de valeur, de la gestion active. On regarde les entreprises une par une pour décider d'investir ou non. Quelques réflexions un peu générales sur comment, justement, on gère un moment comme celui-là qui échappe au contrôle des investisseurs, évidemment. En l'occurrence, une crise géopolitique, une guerre en Ukraine de manière plus spécifique. Et puis, on pourra rentrer un peu dans le détail de ce qui change ou ce qui ne change pas à travers cette crise géopolitique. Sébastien. Je pense que la première chose, c'est prendre du recul, d'essayer d'être le plus humble possible. On en a parlé avant l'émission, est-ce qu'on maintient ou pas? Est-ce que c'est audible aujourd'hui de parler de stock picking? Sans doute que non. Néanmoins, si on est gérant actif, il faut faire le travail, il faut rester au front. Forcément, c'est difficile. Moi, en plus, ma femme est d'origine ukrainienne. Mais là aussi, en fait, il faut faire la part des choses. C'est beaucoup plus difficile ailleurs que mon job. Et finalement, si on est rémunéré pour survivre justement en gestion active, c'est pour générer de la performance pour les clients, même dans les moments difficiles. Donc, c'est un moment qui est malheureusement aussi triste que passionnant. Il faut avoir ces deux parties du cerveau. Il faut mettre de côté la partie subjective et émotionnelle et faire le travail. Donc c'est ce qu'on a fait chez InnoCap Gestion. Depuis finalement le 6-9 mois, on a eu un positionnement un peu contrariant qui nous a permis d'avoir des bonnes performances en 2021, même si les derniers mois, en tout cas les derniers trimestres, ont été plus compliqués. Nous, notre lecture depuis quelques temps, c'est que l'inflation n'est pas temporaire, n'est pas molle. On pourrait y revenir. Donc c'est vrai que depuis le début de l'année, on avait un positionnement qui a plutôt bien fonctionné. Mais là aussi, c'est aussi souvent ce qu'on dit, on n'est pas dogmatique sur l'approche buy and hold, donc d'acheter et puis de ne plus rien regarder. Si on est des gérants actifs, je pense qu'il faut savoir se remettre en cause. Depuis 3 ans, je pense que c'est une confirmation. Et c'est le challenge, moi qui suis issu du domaine sportif et du sport. Un Rafael Nadal, s'il est exceptionnel, c'est pas le nombre de grands chelems qu'il a gagné, c'est qu'il les gagne sur terre battue, sur dur et sur gazon. Et c'est le challenge en fait. Tout terrain là. Donc oui, en 2 jours, il a fallu revoir le portefeuille. Ça ne veut pas dire qu'on a tout transformé, mais on va dire sur le portefeuille que je gère, Quadrige Europe Midcap, il y a à peu près 20% du portefeuille qui a été revu. Je suis amoureux de rien, hormis ma femme et ma fille, et il faut le mettre en œuvre, tout simplement. C'est aussi difficile à faire, mais en fait, on est payé pour ça, et je l'assume complètement. Et il faut assumer la mission, et je vous remercie d'être là pour partager tout ça, Sébastien. Rien ne vous y obligeait, et vous avez vous-même décidé de venir ce soir pour en parler. Qu'est-ce qui a guidé votre réflexion d'investisseur? Bien sûr, là, ces derniers jours, pour dire, là, il y a 20% de mon portefeuille qui ne va plus. Peut-être que vous les retrouverez dans 3 mois. J'en sais rien. Peut-être qu'il faudra revenir sur ces 20% que vous avez mis de côté aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste valable et pourquoi? Pour moi, un bon stock picker, et vous me connaissez depuis longtemps, et on apprend au fur et à mesure des années, c'est pas que faire du stock picking. Aujourd'hui, mon processus, il a aussi évolué, et c'est le processus InnoCap Gestion. Je veux dire que je passe 70-75% de mon temps engagé sur le terrain, 400-450 contacts sociétés chaque année, moi-même. Ça, c'est la partie fondamentale. Mais il y a une autre partie qui est relative à la valorisation des sociétés, dont on parle un petit peu, mais comme c'est technique, on en parle un peu moins. Et puis l'autre partie qui est pour moi cruciale aujourd'hui, c'est les flux de marché. Et c'est ce qui a amené ma réflexion. Aujourd'hui, on a d'un point de vue fondamental quelques incertitudes, et c'est logique sur la partie conjoncturelle, qui avait toutes les chances finalement d'être gagnante, et on était sans doute au démarrage d'un nouveau cycle économique. Aujourd'hui, on en est moins sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut tout raser. De l'autre côté, et ça a été un peu l'approche tactique qu'on a eue, je sais
que ce qui n'a pas marché depuis un mois, mais ce qui a marché dans les 3 dernières années, c'est la qualité, peu importe la valorisation. Ouais. Moi, je suis pas laid, je suis un investisseur discipliné, même si j'aime les fondamentaux. Depuis le début de l'année, on n'avait pas ces valeurs-là. C'est tout simplement pour ça qu'on a bien fait en relatif. En quelque sorte, on n'avait aucune valeur des pays nordiques qui, pour moi, en fait, étaient beaucoup trop concentrés dans les portefeuilles. Aujourd'hui, tactiquement, on a fait du stock picking sur certaines de ces valeurs. Si je vous parle, il y a à peu près 15 jours, j'avais 60-65% de valeurs. Ce n'est pas un biais, hein, mais c'est vraiment du stock picking qui était plutôt lié à la conjoncture, au cycle. Aujourd'hui, l'équilibre est inversé. J'en ai plus que 40. J'ai des valeurs de croissance. En revanche, je ne suis pas complaisant. Et je pense que c'est l'enjeu. C'est-à-dire que dans le court terme, on peut souffrir éventuellement. Et en effet, on va regarder la qualité, peu importe le prix. Moi, j'ai en tête qu'aujourd'hui, il y a toujours le même sujet d'inflation, qu'il est sans doute plus important. Après, il y aura le sujet à moyen terme, est-ce que cette inflation va avoir un impact parce qu'il est plus fort sur l'économie, d'où notre prudence. Mais là aussi, il faut être sans complaisance. Le portefeuille que j'ai construit les 2 derniers jours, c'est pas le portefeuille uniquement des 2 prochaines semaines, même si c'est important, c'est le portefeuille pour les 6, 12, 18 prochains mois. Parce que là aussi, je me rappelle de 2021, pendant 4 mois sur 6, j'ai eu tort, même si on a fait une bonne année. Mais finalement, j'ai peut-être eu tort temporairement, parce que depuis 2 mois, en relatif, en tout cas, on a plutôt bien fait. Donc, l'humilité, le travail, c'est ce à quoi on s'engage. Et puis, essayer de chercher, et c'est une des particularités chez NoCap Gestion, on a des portefeuilles qui sont concentrés, 30, 40 valeurs, pas plus. On cherche l'accélération de croissance. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir 80 idées. Heureusement, j'en aurais peut-être pas. En revanche, j'ai quelques convictions fortes, on pourra en parler. Bien sûr, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de qualité, tout en restant attentif à la valorisation. Est-ce que, oui, avec la baisse des marchés, des prix de marché notamment, sur des valeurs de croissance, défensives, de qualité, est-ce que déjà, c'était des niveaux de valorisation qui, pour vous permettaient de réintervenir en étant confortable ? Et est-ce qu'on trouver l'intersection qualité et valorisation acceptable, on a l'impression que c'est une forme de Graal. C'est pas évident aujourd'hui. C'est très rare. C'est très rare. C'est pour ça qu'on est des gérants actifs et qu'on fait du stock picking. Et c'est une bonne question. Pour moi, il y a 2 réponses. Il y a des valorisations que nous, on trouvait trop élevées depuis 3-6 mois, dont on n'était pas présent. Mais c'est aussi parce qu'on avait en tête, d'un point de vue flux, que l'inflation était plus forte qu'estimée par le marché. Donc ça ne nous dérangeait pas, pendant 3 mois, d'avoir peut-être tort. Mais on savait qu'à un moment donné, il y aurait une inflexion sur les banques centrales. Ça justifiait, si finalement il n'y avait pas eu cette inflexion des banques centrales, comme on le dit, donc le Fed, en fait, on aurait pu accepter ces niveaux de valo. Aujourd'hui, il y a sans doute des valorisations qui sont revenues un peu plus basses, qui, s'il n'y avait pas eu ce qui se passe aujourd'hui, et potentiellement, du coup, géopolitiquement, temporairement, des banques centrales qui vont peut-être être un peu moins dures, un peu plus accommodantes, de raison de bon sens. En effet, il y a peut-être des valorisations pas très raisonnables, qu'il faut peut-être un peu avoir en portefeuille. Mais là aussi, il ne faut pas être complaisant, parce que l'inflation, il est devant nous. En fait. Oui, ça c'est peut-être juste une parenthèse dans l'histoire du marché. Oui, des sociétés qui finalement ont été historiquement, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup regarder ce que font mes concurrents, je passe une journée par mois à faire ça, parfois pour leur piquer des bonnes idées, parce ils sont toujours très bons et j'ai aucun problème avec ça, mais aussi pour voir un peu ce que les gens ont adoré. Vous savez, j'ai à la fois une étiquette de gérant croissance, mais aussi historiquement une oui, moi je vous ai connu value, oui. Et je me méfie toujours de ce que tout le monde a détenu, mais j'aime bien aussi avoir en tête ce que tout le monde a détenu, parce que temporairement, on peut l'oublier, mais on revient dessus. Il y a 1 an, j'étais venu sur votre plateau et on avait parlé de Kinépolis, qui était une star que tout le monde aimait historiquement, mais c'est vrai que quand les cinémas sont fermés, personne n'en veut, et le titre est passé de 60 à 30 et même tombé à 25. Ça a été plutôt une belle success story, et c'était justement l'idée d'investir de façon un peu contrariante sur des valeurs de qualité. Là, c'est pareil. Il y a quelques anomalies de marché. Il n'y en a pas énormément. Il y a une société italienne, moi, que j'aime beaucoup. Je pense que dans les biais du portefeuille que je gère aujourd'hui, Quadrige Europe Midcap, j'aime bien les petits tickets de consommation. En période d'incertitude, finalement, les dernières choses qu'on va couper, c'est ces petits tickets de consommation. Parce qu'on a les moyens de... Non mais pour dire les choses simplement, parce que on a les moyens de se faire un peu plaisir quand même malgré tout. Au-delà de ça, il y a des choses qu'on consomme dans la vie de tous les jours, quoi qu'il arrive en quelque sorte, à la différence de gros tickets de consommation qu'on peut décaler. Mon exemple, c'est une société italienne qu'on a en portefeuille depuis quelques temps, qui s'appelle Fila. Les 2 tiers de l'activité, c'est les crayons de couleur pour les enfants de 2 à 6-7 ans. Donc même s'il y a du digital pour l'éveil des enfants, on en aura toujours besoin. C'est une société qui a gagné des parts de marché pendant la crise. Donc ça, pour nous, c'est le critère essentiel. Peu importe l'étiquette qu'on m'a acheté, c'est un gagnant de parts de marché. 88% à peu près de mon portefeuille, c'est des gens qui gagnent des parts de marché.
c'est un petit ticket de consommation, même s'il y a de l'inflation, et c'est un des acteurs qui en 21 nous a fait dire que l'inflation, tout le monde était trop complaisante. Ouais. C'est un acteur qui quand même aux États-Unis a passé au 1er janvier plus 7% de hausse de prix avec Walmart. Imaginez-vous avec Walmart. En Europe, en Allemagne et en France, les acteurs qu'on appelle marque blanche, enfin private label, ont historiquement 40% à peu près de part de marché. Avec ce qui s'est passé, le Covid, le fait d'être finalement très loin des marchés finaux, le fait dans certains cas même de ne pas être capable de faire des crayons avec du plastique recyclé, parce qu'on a certaines écoles qui le demandent, on a vu que Fila était un acteur avec des fortes marques, qui du coup passait beaucoup mieux sur les canaux de distribution online, qui avait gagné des parts de marché parce qu'il a des sites de production partout et pas uniquement dans les pays à low cost. Il a gagné dans certains pays, en tout cas lui il ne le dit pas, mais les marques propres dans certains pays ont quasiment des parts de marché qui ont divisé par 2. Donc c'est une opportunité. Mais comme c'est une société qui a eu quelques problèmes avec des acquisitions il y a 3-4 ans et que ça a été mal intégré, les gens ont un peu mis ça à la poubelle. Il y a eu un levier financier qui est un peu important, c'est vrai, mais si la boîte était privée, il y aurait sans doute beaucoup plus de dettes et ce ne serait pas un problème. Aujourd'hui, c'est un rare acteur qui se paye avec un rendement des flux de trésorerie de plus de 10%. Dans un monde où les taux sont bas, et même s'ils montent, ils vont rester un peu bas, c'est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. C'est pas une recommandation, c'est un exemple. Le free cash flow yield, ça c'est un de vos indicateurs préférés. C'est d'essayer de trouver, c'est une valeur qui va profiter finalement, en plus de la réouverture des écoles. Parce que, chose exceptionnelle, en 2021, ils font un EBIT, donc un résultat opérationnel quasiment similaire à celui de 2019, en ayant 20% quasiment de leur chiffre d'affaires qui a été fermé en Inde, au Mexique. Et c'est quoi la force derrière les chiffres, les ratios économiques que vous citez? C'est quoi la force des crayons de couleur, des marques Fila? Les enfants sont prescripteurs? C'est comment ça fonctionne? On en a toujours besoin. Et la force, au-delà des parts de marché et de l'histoire que je peux vous raconter, comme tous les stock pickers, parce qu'on est des... oui, c'est ça qu'on aime, bien sûr. C'est un acteur qui, comme il a un maillage industriel mondial, présent localement... il a été capable, pendant le Covid, de fournir ses clients quand ses concurrents n'en étaient pas capables. Et ça, c'était sa stratégie avant le Covid, c'est ça. J'imagine. Et ça lui a coûté en investissement. Nous, on aime les sociétés qui investissent de façon permanente, mais on sait que ça paye, et notamment pendant les périodes de crise, parce qu'on sort souvent plus fort. Et c'est, pour moi, la principale raison. Pourquoi? Est-ce que c'est pour ça que je prends cet exemple? Ils ont pu monter leur prix de 7% chez Walmart aux États-Unis. C'est dur de négocier à Donc c'est un bon exemple. Et ça, pour ça, ça demande de l'expérience, un suivi de valeur depuis très longtemps, et d'être très sélectif, sans complaisance, avec un portefeuille plutôt concentré. Merci beaucoup Sébastien. Merci infiniment d'être venu partager vos réflexions de stock picker, de gérant actif dans ce moment qui n'est pas un moment évident, et on l'aura compris, y compris sur le plan personnel pour vous. C'était la gestion active face à la crise géopolitique avec Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne, gérant du fonds Quadrige Europe, c'est ça? Quadrige Europe, pardonnez-moi, chez InnoCap Gestion, qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.